I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find... Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je taffe sur un projet qui va se concrétiser d'ici quelques minutes. Il se pourrait que grâce à ma machine, nous puissions voyager dans d'autres dimensions. Bon, après tout, t'es un ours en peluche qui parle, donc pour moi, à partir de là, plus grand chose m'étonne. Donc le multivers. Ouais, un peu comme dans Spider-Man No Way Home, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai surkiffé ce film. J'ai détesté ce film. Non mais attends, il me semble que t'aimes bien Spider-Man. Comment t'as pu ne pas aimer No Way Home? Comment toi t'as pu aimer No Way Home? Encore que tu l'aimes, c'est une chose, mais objectivement, on va pas se mentir, c'est pas très bon comme film. Oh non, Billy, m'oblige pas à faire un shit movie sur Spider-Man. Fais un shit movie sur Spider-Man No Way Home, une critique objective, et tu verras que ce film est surcoté et pas si bon quand tu t'y attardes un peu. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui a tellement été attendu que même des mois après sa sortie, il fait encore parler de lui, Spider-Man No Way Home. Et on va l'aborder à mon grand regret, va te faire foutre Billy. Le film reprend à la fin de Far From Home où Mysterio révèle l'identité de Spider-Man au monde entier. Ce dernier se retrouve à fuir. Et je soupçonne que les références à la saga n'aient pas déjà commencé à ce moment-là du film. Sans déconner, Spider-Man No Way Home qui fait des références aux autres films de la saga au point où en plus de pomper, il avale goulûment. Je ressens beaucoup de mépris dans ce que tu dis, Billy. Suite à cela, le procès pour le meurtre de Mysterio commence avec un petit caméo de Daredevil. Comment vous avez fait ça? Je suis un excellent avocat. Pourquoi mon avocat, lui, sait pas faire ça? Depuis quand t'as besoin d'un avocat, Lux? Pour des raisons de sécurité, les Parker aménagent dans l'appart de Happy avant d'apprendre le refus d'admission pour Peter et ses amis au MIT, ce qui va énerver Peter qui estime que ses amis ont pas à payer le fait de le connaître et donc va chez Doctor Strange pour trouver une solution à ce problème et Strange va lui proposer de faire perdre la mémoire à ceux qui connaissent son identité, mais Peter ayant des exigences en demandant à ce que ses proches, eux, ne l'oublient pas, ce qui va faire capoter le sort. Et pourquoi il a pas juste fait oublier son identité à tout le monde avant de leur révéler à nouveau? Parce qu'il y aurait pas de film? Ouais, bah vu comment le concept du film a été exploité, ça aurait pas été plus mal. Bref, on se rend compte que Peter, en plus d'avoir fait merder un sort risqué, il aurait tout simplement pu contacter le MIT, chose qu'il n'a pas faite. Tu es en train de me dire que tu n'as même pas songé à plaider ta cause auprès d'eux avant de venir me demander de lobotomiser la Terre tout entière? Non mais Lux, s'il te plaît, dis quelque chose là. Bon, ok, je reconnais que sur ce coup-là, Peter a été très con. Mais tu sais... Non, on parle de Peter Parker là. Le gars, on nous le présente comme le nouveau Tony Stark. C'est censé être un putain de génie tellement que dans 1 heure de film, il va trouver une solution pour aider les méchants. Norman Osborn sera tellement impressionné qu'au point de vouloir l'embaucher. Si tu cherches du travail, si tu es prêt à faire la navette entre 2 univers... Va te faire foutre, Lux, il y avait des moyens moins cons que celui-là pour amener à cette situation. Ouais, bon, ok, c'est une facilité scénaristique, mais... Bah putain, entre les facilités scénaristiques et les scènes repompées des autres films de la saga qui ont l'excuse d'exister car fanservice, ça commence à faire beaucoup. Continuons. Peter va donc chercher une responsable des admissions au MIT qui était en route pour l'aéroport et la rencontre se déroule sur un pont où le Dr Octopus version Spider-Man 2, tout comme la tenue de Peter d'ailleurs, débarque pour un combat où Doc Ock sera maîtrisé grâce à la nanotechnologie de Spidey, mais après cela, le bouffon vert fait son apparition à son tour. Donc tu vas pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste une scène de fight sur un pont dans un Spider-Man où les voitures finissent suspendues, la victime à la portière bloquée, on va dire que c'est un hommage à The Amazing Spider-Man. En plus, c'est moins bien fait, on le sent pas le danger, c'est clairement emmerdant pour un film de super-héros où on sent pas le danger. Et ils ont voulu nous faire un clin d'œil subtil au supérieur Spider-Man, le Spidey contrôlé par Doc Ock dans les comics, mais le souci c'est qu'avec un tel costume, qu'est-ce que tu veux flipper pour le héros? Et comme tu l'as dit, c'est d'ailleurs ce même costume qui va permettre de vaincre Doc Ock. C'est d'ailleurs tellement con que techniquement avec de tels costumes à aucun moment les autres Spidey ne seraient normalement utiles au combat, même s'ils sont là aussi en tant que soutien moral comme on le verra, mais bref. Scène. Continuons. Donnez la puissance du soleil dans le creux de ma main. Quoi? Ah bah enfin il va s'énerver. Tu peux pas faire un film fondé sur le fanservice et chier la traduction de cette phrase ultra mythique de la saga. C'est pas ça la phrase. La puissance du soleil
dans la paume de ma main. Putain mais nique ta mère sérieux, c'est comme si en imitant Gollum je faisais mon trésor. Ça coûtait quoi de regarder la VF? Je sais pas, l'extrait je l'ai chopé sur YouTube, merde, va te faire enculer, sérieusement, fuck. Sinon, laisse-moi te dire que ton Gollum est vraiment ridicule. Oh, toi je t'ai rien demandé. Après l'intervention de Strange qui va aussi gérer le lézard, on va apprendre que l'interférence de Peter dans le sort a ramené des êtres du multivers connaissant l'identité de Spider-Man. Après s'être foutu de la gueule de Doc Ock... Rappelez-moi comment vous vous appelez? Docteur Otto Octavius. C'est marrant parce que il est allemand. Comme Hitler. Bah non, il était autrichien. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Après cela, ils partent à la recherche des autres êtres multiversels, et c'est après que la nuit soit tombée en 2 secondes montre en main qu'ils tombent sur l'homme sable tout en numérique, suivi d'un électro remanié car l'électricité du MCU est différente de celle de chez Sony. Non mais attends, les êtres ils ont été amenés ici car ils connaissent l'identité de Spider-Man. À quel moment Electro a pris connaissance de l'identité de Spidey? Non mais bon, on n'est plus à ça. Suite à une maîtrise d'Electro en mode Amazing Spider-Man, nous retrouvons notre schizo bouffon vert qui sera lui aussi retrouvé et enfermé avant que Doctor Strange arrive avec une boîte pour envoyer tout ce beau monde chez eux, quitte à ce qu'ils remeurent, ce qui ne plaît pas à Peter qui refuse de l'utiliser. Et donc ils vont se battre dans la dimension miroir où après un hommage à une célèbre scène de train, Strange se retrouve bloqué là-bas pendant que Peter lui revient pour essayer de les sauver et vont squatter chez Happy où certains seront sauvés avant que le bouffon vert ne reprenne le dessus sur Norman et fait un discours pour convaincre tout le monde de rester méchant. Anecdote qui m'est passée sur internet mais du coup autant en parler là. Lorsque Norman est en mode normal, il y a un dentier en fait pour que ses dents paraissent plus parfaites et plus sympathiques. Or, quand il est transformé en bouffon, et il a ses dents normales, qui sont des dents humaines et imparfaites, qui donnent donc un aspect beaucoup moins cool. C'est exactement le même style d'anecdote que l'un des 2 Spidey qui porte des fausses fesses. Un bon petit cul, ça fait jamais de mal de temps en temps. Oh mon dieu. Ah ça je l'entends souvent, Lux. Ça va trop loin. Ça aussi. Non, stop! Suite à un combat stylé avec le bouffon vert, Qui manque quand même d'un peu d'impact, hein, surtout en comparaison de Spider-Man 1. Billy, on avait dit qu'en voix off, tu m'interrompais pas. Pardon, mais il y a trop de trucs à dire. Le combat finira sur la mort de Tante May, où l'on aura la fameuse phrase, et la scène est vraiment lourde et triste en vrai. Tu as un don. Tu as un pouvoir. Et avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. Bien sûr, la suite et l'intérêt même du film arrivent, tout comme Andrew et Toby. Alors, petite anecdote personnelle, je l'ai vécu, hein, et ça a été probablement l'une de mes meilleures expériences cinématographiques de toute ma vie. Je pense que le jour où je meurs, je l'aurai encore en tête. La rencontre a lieu, là aussi un plan stylé, du blabla assez cool, faut le reconnaître, pour faire équipe et aller créer des potions pour soigner les méchants dans le lycée. Il va falloir m'expliquer comment ça se fait qu'un lycée a les matériaux chimiques nécessaires pour soigner du monde. Quand tu vas à l'infirmerie, ils te donnent un morceau de sucre et là, ils peuvent te soigner le cancer. On arrive au grand combat final qui est vraiment bon, les scènes avec les 3 Spidey, les combats, le combat contre le bouffon vert où tu ressens la rage de Spider-Man, ce regard entre les 2 Spidey qui veut clairement dire on ne doit pas le laisser sombrer, cette putain de scène de voltige, les retrouvailles entre Tobey et Doc Ock, les retrouvailles entre Andrew et Electro, cette scène de l'oubli vraiment déchirante, le au revoir des Spider-Man avec le câlin et le ciao de la scène finale nous promettant un Spider-Man moins MCU. Rassure-moi, tu vas parler des trucs qui vont pas. Oui, malheureusement, je vais en parler. Déjà, comment ça, Tobey, t'as jamais travaillé en équipe? Harry, t'as bien aidé dans Spider-Man 3. Pourquoi ces scènes réutilisées? C'est quoi ça, Disney? Tu pouvais pas foutre les acteurs 3 secondes devant un fond vert pour refaire des scènes? Le lézard soigné avec la fumée verte. Alors, la fumée verte, c'est celle qui transforme les gens en lézards, normalement. C'est la fumée bleue qui soigne, hein, comme on le voit dans Amazing Spider-Man, hein, premier du nom. Quand Andrew sauve MJ, alors oui, ça fait quelque chose, bien sûr. Oui, j'ai applaudi comme un con quand il a réussi, comme tout le monde. Mais il manque au moins 10 secondes, un ralenti, un flashback, je sais pas, rend ça plus fort, plus impactant, c'est cool, mais ça fait un peu pétard mouillé en fait. Et ça me fait profondément chier de l'admettre, mais sur ce coup-là, t'as peut-être un peu raison, Billy, parce que même si je te trouve un petit peu dur avec le film, ce que je viens de dire résume complètement en fait le film. C'est cool, mais ça fait un peu pétard mouillé en fait. L'histoire est moyenne, le film se repose principalement sur le fanservice, qui est pas forcément une mauvaise chose, mais il y a des moments c'est peut-être un peu trop abusé quand même. Les musiques
musiques sont sympas, hein, mais là c'est pareil, tant qu'à jouer la carte nostalgie, autant y aller jusqu'au bout, non? Tu as les 3 Spidey, t'as donc les 3 Spider-Man sous la main. The Amazing a une musique qui est vraiment exceptionnelle, je te parle même pas de la masterclass qui est la musique de la première trilogie. Pourquoi tu les utilises pas? Ensuite, le petit prank là où Tobey Maguire se fait poignarder à la fin du film, alors effectivement, sur le coup on a tous fait... Mais en réalité, il a rien du tout. Je veux dire, tant qu'à faire ça, faites une vraie scène poignante, faites vraiment quelque chose qui a un impact. Non mais sans déconner, tu sais pas viser ou? Parce que là on a eu peur littéralement 10 secondes hein, en voyant cette scène. Et du coup, une fois que tu sais que en fait le coup de couteau il sert à rien, quand tu revois la scène c'est encore plus ridicule. En fait, le film il joue tellement sur la corde de nostalgie que bah il y a des moments ça en devient incohérent. Mais comme ils se sont dit que les gens ils vont être à fond dans leur nostalgie, bah ça va pas se voir. En gros ils ont utilisé la nostalgie pour camoufler leur merde. Ils ont eu raison parce que le film a été un carton. Moi personnellement j'attendais un film comme ça depuis que je suis enfant en fait, hein. Donc quand j'ai été voir le film j'avais littéralement 8 ans dans ma tête hein. Et je pense comme à peu près tout le monde avec qui j'étais dans la salle, on était comme des enfants. Si tu retires la nostalgie, que tu commences à creuser un petit peu et que tu commences à analyser vraiment le film en tant que tel, bah tu te rends compte que... ouais, il y a un potentiel qui a quand même été bien gâché quoi. Et qu'ils auraient pu faire un film vraiment moins con, même en faisant de la nostalgie. Donc Billy, bah t'as raison, j'adore ce film, c'est un fait. Mais bah en fait c'est juste un putain de plaisir coupable nostalgique. Et c'est con parce que du coup bah le film est juste moyen. Et il aurait pu être 10 fois mieux. Ça veut dire quoi ça? Ça, Lux, ça veut dire qu'on va pouvoir voyager dans d'autres univers. T'es chaud à rencontrer une version alternative de toi, un peu comme dans No Way Home? Ouais, si tu veux, carrément, mais on sait qui c'est, t'as des infos? Non, mais on va le découvrir. Ok. C'est super rassurant. T'inquiète, Lux, fais-moi confiance. Ok, bah vas-y, hein. C'est parti!